Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Et ce soir, on va traiter deux thématiques et on va rester dans le cadre du droit du travail. La première thématique que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est au niveau de la procédure d'embauche et quelles sont nos questions sur, ou plutôt qui seront relatives aux limitations à la liberté d'embauche. Est-ce que dans le cadre juridique, dans le cadre du droit du travail, il y a des limitations et quelles sont aussi, si c'est le cas, quelles sont les obligations de vérification avant l'embauche. Alors ça sera notre première thématique ce soir. Et la deuxième thématique, toujours on restera dans le cadre du droit du travail. J'aimerais bien qu'on aborde ensemble le sujet de l'application de la période d'essai. Est-ce que c'est une règle juridique ou conventionnelle? Et bien évidemment, si c'est le cas, de quelle manière et quelles sont les obligations au niveau de sa mise en application dans le cadre contractuel, c'est-à-dire dans le cadre de la signature du contrat de travail avec un salarié. Voilà, pour commencer, on va commencer par la première thématique, à savoir, dans le cadre de la procédure d'embauche, quelles sont les obligations, est-ce qu'il y a des limitations et surtout quelles sont les obligations de vérification de la part de l'employeur. Alors, pour commencer, bien évidemment, on va revenir à la règle du recrutement. Le recrutement est plutôt une règle managériale, c'est-à-dire quand une entreprise décide de recruter telle catégorie socio-professionnelle ou sur tel poste et tel poste, bien sûr, le fait d'embaucher ou le fait de recruter, il va être inscrit dans une politique sociale globale pour élargir les compétences de la société, c'est-à-dire de l'entreprise, etc., etc. Mais néanmoins, on ne peut se permettre de recruter n'importe qui et pas dans n'importe quelle condition. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on va se poser en dehors et qui viennent bien sûr supporter, compléter les règles managériales. Et vous allez voir qu'on a un ensemble de règles plutôt juridiques pour que la procédure d'embauche, en France bien évidemment, puisse répondre à des règles relatives au droit du travail. Le respect, bien sûr, de la réglementation sur le cumul de l'emploi, et ça, c'est une première règle de vérification que l'employeur est dans l'obligation d'effectuer avant l'embauche d'un salarié. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, demain, si on a un besoin de recruter une personne, il faut, et c'est notre obligation, de vérifier que cette personne respecte bien. En l'embauchant, on respectera la règle du cumul d'emploi. En France, du moment où on relève du secteur privé, on a le droit de cumuler plusieurs emplois, mais bien sûr, vous pouvez imaginer qu'il y a un plafond. Et le plafond, on ne peut dépasser les 48 heures par semaine au niveau du cumul des emplois. Alors, dans ce sens-là, c'est à l'employeur qui embauche de vérifier que le salarié ou le futur salarié, le candidat, en l'embauchant, il va pas dépasser les 48 heures travaillées par semaine. Et en plus, l'employeur ne peut pas occuper, en plus ça, on va vérifier que le candidat n'est pas fonctionnaire, parce qu'on n'a pas le droit, dans le secteur privé, d'embaucher des fonctionnaires en activité, des agents ou des agents d'État, des collectivités territoriales, ni de la SNCF, ni de la RATP, qui sont déjà en poste. Bien sûr, l'employeur ou le salarié qui ne respecte pas cette règle peuvent avoir ou encourir une amende qui peut aller jusqu'à 1 500 € et voire, en cas de récidive, 3 000 €. Alors, vous voyez, il y a quand même des règles de vérification à mettre en place pour qu'on puisse être en parfaite adéquation avec les règles juridiques, c'est-à-dire les règles relatives au droit du travail. Et quand on parle bien sûr du droit du travail, le droit du travail va régir le secteur privé. C'est très spécifique au secteur privé. Toujours pour respecter les vérifications avant embauche, bien évidemment, l'employeur doit vérifier que le candidat est libre
de tout engagement et n'est pas bien sûr lié à l'ancien employeur par une clause d'exclusivité ou une clause de non-concurrence. Je rappelle très vite fait qu'est-ce qu'une clause d'exclusivité. Une clause d'exclusivité, c'est une clause par laquelle un employeur interdit aux salariés de travailler avec d'autres sociétés. Et si c'est le cas, on ne peut pas embaucher la personne parce qu'il ne peut pas cumuler 2 emplois. Même s'il a 35 heures et nous, on souhaite l'embaucher encore à 10 heures, c'est-à-dire le tout va arriver à 45 heures, mais malgré tout, s'il est lié à son employeur par une clause d'exclusivité, il ne pourra travailler dans aucune autre entreprise. Pas que les concurrents, hein. Toutes les autres entreprises ou voire créer sa propre entreprise ou travailler pour lui-même, le candidat. Et bien sûr, je rappelle rapidement la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence va prendre effet à la rupture du contrat de travail. Et de quoi il s'agit? Très rapidement, il s'agit d'une clause qui va lier le salarié à son ancienne entreprise par le fait que dans un certain laps de temps, elle va lui interdire de travailler avec les concurrents. D'accord? Alors, elle est vraiment à distinguer de la clause d'exclusivité de laquelle je vous ai parlé là tout de suite. En plus de ce genre de vérification et de ces vérifications, l'employeur doit vérifier les papiers s'il a l'intention d'embaucher une personne qui n'a pas la nationalité française, c'est-à-dire il faut que ses papiers soient en règle et que, par exemple, le titre de séjour est en cours de validité et bien sûr que ce titre de séjour l'autorisant à travailler en France. Et si on a des doutes, bien sûr, on peut se référer, et poser les questions et valider la conformité des papiers avec les services de la préfecture. Et ça, c'est une très bonne initiative parce que dans la procédure, le futur employeur, d'accord, est responsable. Il engage bien sûr sa responsabilité si il embauche une personne et qu'il s'avère que cette personne n'est pas ses papiers en règle. Est-ce que c'est bien sûr évident, mais souvent on oublie que c'est la responsabilité du futur employeur. Et bien sûr, étant employeur, on peut ne pas avoir les compétences pour la vérification des papiers. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'adresser au service préfectoral. L'employeur, bien sûr aussi, a l'interdiction de faire de la discrimination à l'encontre des futurs salariés, c'est-à-dire des candidats, toujours dans cette procédure d'embauche. Le refus, par exemple. Alors là, je vais poser 3 questions qui sont souvent posées. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure, parce que souvent on a des idées préconçues. Or, il faut regarder souvent les cas particuliers dans beaucoup de procédures de recrutement. La première question que j'ai envie de soulever ce soir avec vous, c'est est-ce que le refus d'embaucher une personne à cause de son âge constitue systématiquement un motif de discrimination? En principe, oui, bien sûr. Nul n'est censé d'être écarté d'une procédure d'embauche par cause de son âge. Mais néanmoins, il y a quelques exceptions qui peuvent être prises en considération. Par exemple, le refus de l'embauche d'un candidat qui est fondé sur son âge ne constitue pas une discrimination. Dans quel cas de figure? Quand le refus, par exemple, est justifié par un objectif qui est légitime, comme la limite d'âge. On ne peut pas embaucher une personne qui a 12 ans, mais bien sûr, on peut embaucher cette personne, c'est-à-dire un jeune de 12 ans, dans le cadre où il y a par exemple un recrutement pour un film, un long métrage ou un court métrage où il faut impérativement avoir des enfants de moins de 12 ans comme figurants. Vous voyez, la limite d'âge dans ce sens-là, on peut la dépasser parce qu'il y a des cas où il s'agit d'une autorisation qui est communiquée. Deuxième question que j'ai envie de soulever avec vous ce soir, est-ce que le refus d'une embauche
fondée sur l'état de santé du salarié constitue toujours une discrimination? Non, pas toujours et pas systématiquement. Du moment où le refus d'embaucher une personne est motivé, c'est-à-dire on arrive à prouver que la personne est plutôt une aptitude médicalement constatée par la médecine du travail, et dans ce sens-là, pour éviter qu'on mette cette personne en danger, c'est quand même, il ne faut pas oublier que c'est l'obligation de l'employeur de préserver sa santé, bien sûr, et sa sécurité. Alors, il y a des cas où on peut motiver le refus de l'embauche pour préserver la santé de la personne et surtout la mettre hors danger ou par mesure de sécurité. Troisième question que j'ai aussi envie de soulever ce soir avec vous, c'est comment établir la preuve d'une discrimination, c'est-à-dire à qui incombe la preuve. Bien sûr, une personne qui tombe ou un candidat, pour être plus direct, qui tombe dans la discrimination et qui se pourvoit en justice, c'est à lui d'apporter la preuve qu'il ait subi une discrimination, bien sûr, et en parallèle, l'employeur doit apporter la preuve contraire pour prouver, d'accord, sa bonne foi ou la non-discrimination dans le cadre d'une démarche de recrutement qu'il a effectuée. Alors, vous voyez, il y a des fois où on dit non, c'est sûr qu'on ne peut pas écarter une personne d'âge sur les critères d'âge ou le critère santé, etc. Mais non, il y a des cas où il est permis dans les cas que j'ai cités. Mais je vous donnerai d'autres exemples au fur et à mesure de notre avancement. L'âge minimum, c'est aussi une vérification que l'employeur est dans l'obligation d'effectuer et de s'assurer que tout va bien avant d'embaucher un jeune de moins de 16 ans. Alors, pourquoi 16 ans? 16 ans, parce que tout simplement, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Alors, un jeune de moins de 16 ans, sauf les cas exceptionnels que je vais évoquer avec vous ce soir, on ne peut pas embaucher quand la personne est moins de 16 ans. Alors, quels sont les cas de figure ou les situations où il est permis à un employeur d'embaucher une personne qui a moins de 16 ans? Alors, l'employeur peut embaucher un jeune de moins de 16 ans quand il s'agit d'un établissement où ne sont employés que les membres de la famille et pour effectuer des travaux occasionnels ou de courte durée, c'est-à-dire, entre autres, pendant les vacances scolaires. Mais c'est ce qu'on va appeler aider, donner un coup de main dans une entreprise familiale. Ça, c'est un premier cas de figure où le droit nous autorise à embaucher une personne ou un jeune de moins de 16 ans. On peut aussi embaucher des jeunes de moins de 16 ans, c'est-à-dire qui ont entre 14 et 16 ans dans le cadre des travaux légers pendant les vacances scolaires, dès lors, bien sûr, que l'employeur est informé préalablement l'inspection du travail. On peut aussi embaucher dans le cadre des jeunes de moins de 16 ans, dans le cadre de l'apprentissage, voire des stages dans les entreprises. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, dans le cadre du spectacle, dans le cadre du cinéma, de la radio, de la télévision, des professions dites ambulantes ou dans le cadre des professions de mannequins, c'est vrai que là, il y a des autorisations spécifiques, mais un jeune de moins de 16 ans peut être accepté à travailler. Tout salarié de moins de 18 ans doit fournir à l'employeur, bien sûr, parce que on a l'âge de la majorité à partir de 18 ans. C'est ce qu'on va appeler la majorité de principe. Il faut qu'il puisse fournir une attestation parentale l'autorisant à travailler et à percevoir un salaire. Un employeur aussi n'a pas le droit de faire travailler une salariée qui est enceinte pendant la période couvrant son congé de maternité. Et la durée du congé de maternité va dépendre du nombre d'enfants à naître et de ceux qui sont à charge. Par exemple, l'enfant qui est à naître, s'il est premier ou deuxième dans la fratrie, il faut respecter qu'on a une durée prénatale de 6 semaines
et une durée postnatale de 10 semaines. Quand il s'agit du troisième enfant ou plus, on a 8 semaines, il faut compter 8 semaines en période de congé prénatal et 18 semaines en congé postnatal. Pour ce qui concerne les jumeaux, il faut compter 12 semaines en période de congé prénatal et 22 semaines postnatales. Pour finir les triplés ou plus, si la maman attend des triplés ou plus, c'est 24 semaines de congé prénatal et 22 semaines de congé postnatal. Et ça, ce sont des périodes, c'est-à-dire des congés qu'il faut impérativement respecter et pendant lesquels il est strictement interdit qu'on embauche ou qu'on fasse travailler, même si on entend souvent des employeurs dire mais c'est à titre exceptionnel. Non, il n'y a pas d'exception. C'est strictement prohibé par la règle du droit du travail. Et c'est elle qui va primer sur le soi-disant cas exceptionnel. Au niveau des interdictions aussi, pareil, quand on souhaite embaucher en CDD, et on l'a évoqué dans d'autres thématiques qu'on a évoquées ensemble et qu'on a traité ensemble, le CDD, on peut embaucher en CDD dans des cas prévus et autorisés par la règle de droit. On ne peut pas embaucher, par exemple, des CDD sur des périodes qui peuvent être considérées périodes durables et permanentes. Dans ces cas-là, il s'agit d'un CDI, bien évidemment. À quel moment ou quels sont, pareil, toujours dans le cadre d'une procédure d'embauche, quelles sont bien sûr les priorités d'embauche ou d'emploi? L'employeur doit embaucher, et c'est bien inscrit dans le cadre du droit du travail, que dans ses effectifs, 6% de ses effectifs doivent être concernés avec des travailleurs ayant un handicap. Les salariés, par exemple, qui sont à temps partiel et qui souhaitent reprendre un poste à temps plein, et bien sûr, ils seront prioritaires pour reprendre un poste à temps plein, bien sûr un poste qui relève de la même catégorie socio-professionnelle. Sinon, ils ne seront pas nécessairement prioritaires. Le salarié aussi, il est prioritaire, le salarié qui travaille de nuit et qui souhaite reprendre une activité, un poste équivalent au sien, qui correspond à la même catégorie socio-professionnelle, mais 2 jours. Et comme ça, de cette manière-là, que ce soit pour le travailleur qui est à temps partiel ou le travailleur de nuit, on va éviter de cette manière-là la précarité pour le premier cas de figure et bien sûr la pénibilité de l'emploi, c'est-à-dire les horaires de nuit, parce qu'il y a un niveau quand même de pénibilité qui peut être assez important. J'ai entre-temps une question relative à la femme enceinte et la question donnerait, c'est même si la femme enceinte est d'accord, bien sûr, même si la femme enceinte est d'accord. Vous savez, et c'est une très bonne question, je vais répondre avant le handicap parce que c'est le déroulé est dans cet ordre-là. La femme enceinte, quand elle est en congé prénatal et postnatal, elle est payée par la sécurité sociale. D'accord? C'est-à-dire, elle ne relève plus, même si son contrat est suspendu, il y a suspension du contrat de travail, même si elle va garder tous ses privilèges, c'est-à-dire l'ancienneté, les congés, etc., etc. C'est une suspension très particulière. On fait tout pour ne pas défavoriser la femme qui est enceinte et qui va avoir un ou plusieurs enfants. Alors, dans ce cas-là, même si la femme est d'accord, comment voulez-vous qu'elle puisse travailler, sachant que pendant ce congé-là, c'est la sécurité sociale qui va remplacer l'employeur au niveau des indemnités journalières, c'est-à-dire sa rémunération, elle émane de la sécurité sociale. Alors, vous voyez, même si la personne est d'accord, quand il y a congé maternité, et pendant cette période-là, le contrat est suspendu et voilà pourquoi ni l'employeur ne peut demander à son salarié ou plutôt à sa salariée de travailler, ni à la femme enceinte, c'est-à-dire la salariée enceinte, de dire je suis d'accord, je me sens en pleine forme, même si c'est le congé prénatal, je vais continuer quand même à travailler. C'est pour les travailleurs salariés qui relèvent du régime général de la sécurité sociale. Voilà, alors là, il faut faire vraiment très attention à ça. Pour revenir sur la question de l'handicap, est-ce qu'un employeur peut refuser d'embaucher une personne handicapée? Oui.
D'accord? Dans des cas de figure bien particuliers. Si l'handicap empêchera ou peut constituer l'aptitude majeure pour mener à bien les compétences, bien sûr, on peut refuser le recrutement. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'une personne malentendante peut être embauchée comme une personne qui est responsable de l'accueil téléphonique de l'entreprise? Alors, est-ce que d'après vous, dans ce cas-là, on peut écarter la candidature? Oui, parce que de par son handicap, elle peut ne pas effectuer des compétences majeures qui sont relatives à la réalisation des missions dans ce poste bien spécifique. C'est pour ça il faut être très vigilant sur cette question d'handicap. Ce n'est pas si évident. Et comme ça, j'enchaîne dans l'explication pour répondre, profiter de l'occasion pour répondre à la deuxième question. Comment prouver qu'il y a discrimination lors d'une période d'essai envers une personne reconnue comme travailleur handicapé? C'est une question aussi, comme les autres, qui sont très pertinentes. Normalement, la période d'essai, même si je vais le dire dans la deuxième partie de notre conférence de ce soir, est une période dans laquelle et pendant laquelle l'employeur et le salarié se testent mutuellement et l'employeur teste son salarié sur son aptitude, c'est-à-dire sur sa capacité, sur ses aptitudes, sur ses capacités, ses compétences et sa capacité aussi d'intégrer le service dans lequel elle a été embauchée, etc., etc. C'est-à-dire, on ne peut en aucun cas juger la personne de par son handicap lors de la procédure d'embauche. Et aujourd'hui, même si dans la procédure d'embauche, la visite médicale n'est plus une obligation, d'accord? Et il faut savoir que la personne ayant un handicap, c'est-à-dire le candidat, n'a aucune obligation s'il ne souhaite pas déclarer son handicap. Alors, vous voyez, c'est systématiquement discriminatoire quand on va écarter un salarié pendant la période d'essai sur le motif qu'il a un handicap. Bien sûr, on peut toujours aménager le poste. Et avec l'aide de la médecine du travail, on a aujourd'hui des spécialistes en la matière qui vont accompagner l'entreprise pour bien intégrer la personne ayant un handicap, etc., etc. Alors, vous voyez, mais je l'admets, il faut reconnaître, la règle est très bien formulée dans notre code du travail, mais malheureusement, il n'est pas si aisé, il n'est pas si facile de démontrer, d'apporter la preuve souvent que la personne était écartée sur son handicap. Vous voyez, alors, je l'admets que c'est pas si évident que ça. Il y a bien sûr des preuves indirectes, comme des témoignages, etc., mais ce n'est pas une chose aisée. Dans les entreprises, les salariés, même quand ils sont témoins de faits graves, souvent ils gardent le silence. Et ça, on le déplore de plus en plus dans les sociétés, dans les entreprises. Même s'ils deviennent après des personnes protégées. Mais voilà. Mais je l'avoue, c'est pas toujours évident. Je vais dans votre sens à 100%. Est-ce qu'il y a des limitations aux obligations? Bien sûr. Et là, j'aimerais bien évoquer le sujet de la priorité du réembauchage. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si le salarié quitte pour des raisons son entreprise, il peut, d'accord, on va voir dans quelles conditions il peut éventuellement maintenir et garder sa priorité d'être réembauché, et cela pendant une période de 1 an. Pendant la durée de cette priorité, qui est 1 an, à compter de quand? À compter de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit informer le salarié qui est licencié pour motif économique ou les salariés ayant démissionné à l'expiration du congé maternité ou de son congé d'adoption, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa formation. Ça, c'est une obligation. Les représentants du personnel doivent aussi impérativement être informés des postes disponibles et la liste doit être affichée en plus.
Le salarié concerné par cette priorité de réembauchage, pour qu'il puisse avoir cette priorité, doit impérativement, à la rupture de son contrat de travail, informer son employeur de son souhait d'en bénéficier. Et s'il n'informe pas son employeur, l'employeur n'est pas tenu, dans ces cas-là, de l'informer des postes qui sont disponibles et qui sont à pourvoir. Voilà la condition que on peut évoquer pour ce qu'on va appeler la limitation au niveau des obligations et surtout la priorité de réembauchage. Là, j'ai une autre question qui arrive. Normalement, la discrimination au handicap est interdite. Bien sûr. La discrimination au handicap, bien sûr qu'elle est interdite, mais il y a un niveau donné, le handicap, c'est-à-dire la personne en situation de handicap ne peut pas accomplir correctement ses compétences, ses missions, malgré la meilleure volonté de l'employeur. Il ne faut pas toujours dire que voilà, l'employeur c'est le méchant, le candidat c'est le gentil. Non, pas du tout. Il faut rester pragmatique. Et il y a des cas bien particuliers, je précise très particuliers, où l'handicap de la personne peut la mettre en danger pour exercer tel ou tel type de métier. C'est pour ça, là, ce n'est pas discriminatoire. Mais en dehors de ça, en dehors des cas exceptionnels, bien sûr que c'est discriminatoire. D'accord? Comme autant écarter une personne parce qu'il s'agit d'une femme et pas d'homme, des personnes seniors, il nous faut des jeunes, pour des raisons qui sont absolument pas liées aux compétences des personnes. Vous voyez, tout ça, c'est discriminatoire. Et la liste est relativement longue. D'accord? Là, j'ai une autre question. Alors, je vais continuer à répondre aux questions. Suivant les dispositions du droit, est-ce qu'un stage peut débaucher obligatoirement l'emploi? Non, pas du tout. Le stage n'a pas pour vocation d'incomber ou de créer plutôt, pour être plus juste, de créer l'obligation d'embauche après, sauf s'il y a une promesse d'embauche en disant si vous obtenez le diplôme nécessaire suite à votre stage, on vous embauche. Mais en dehors de ça, ce n'est pas une obligation. Dans quelles conditions cela est possible? C'est ce que je vous ai dit. Si, par exemple, on intègre un stagiaire avec une promesse d'embauche à la clé, s'il donne satisfaction au niveau des compétences, de l'aptitude, etc., pourquoi pas? Mais le stage en tant que tel ne donne pas obligation, d'accord, n'oblige pas l'employeur à embaucher directement le ou la stagiaire. Oui, mais cela m'est arrivé parce que cela explique certains faits. Le cacher, c'est que j'aurais dû faire. Pourtant, cela ne va pas. Je comprends pas cette deuxième question. Est-ce qu'un employeur est obligé d'embaucher en CDI un salarié contractuel au-delà de 18 mois, aussi que dans le privé que dans le public? Alors là, je peux pas mélanger les genres. Le cadre du droit du travail va régir le secteur privé, c'est-à-dire toute entreprise qui relève du secteur privé. Toutes les structures qui relèvent du secteur public, qu'elles soient les collectivités territoriales, qu'elles soient la fonction publique hospitalière ou la fonction publique d'État, ce sont des niveaux différents au niveau des exigences et de cette notion CDD, CDI. Le CDD, normalement, quand on embauche quelqu'un en CDD, ce n'est pas systématiquement 18 mois. On a des CDD sans terme de fin. On a des CDD pour l'accroissement à l'exportation qui peut aller jusqu'à 24 mois. Voilà, on a des cas particuliers où le CDD peut aller au-delà de 18 mois. Si le CDD arrive à terme, c'est-à-dire 18 mois renouvellement compris, et que la mission du salarié est définitivement terminée sur ce poste-là, il n'y a aucune obligation à l'employeur de l'intégrer ou de qualifier, de requalifier le CDD en CDI. Sauf
s'il s'agit d'un poste qui était prévu en CDD, d'accord, et qu'on a décidé d'ouvrir le poste au niveau d'un poste qui sera permanent parce qu'on a amélioré nos performances et on a constaté qu'il nous faut impérativement une personne à temps plein ou à temps partiel, mais en CDI sur ce poste. C'est-à-dire, on a reconnu le caractère permanent de ce poste. Dans ces cas-là, oui, mais sinon, il n'y a pas d'obligation de systématiquement, on est d'accord, transformer et requalifier le CDD en CDI. Il y a des cas particuliers, oui, mais d'autres cas non. Et en ce qui concerne la fonction publique, c'est un autre cas de figure. Je ne vais pas répondre parce que ça mériterait peut-être une conférence à part entière, mais le but, c'est qu'on travaille ensemble sur le cadre du droit du travail, qui ne couvre pas la fonction publique. Après, je reçois une autre question. Est-ce qu'un employeur est obligé sur la lenteur malgré les compétences? C'est-à-dire, sur la lenteur, est-ce que vous voulez dire la lenteur parce que au niveau de la période d'essai, est-ce que là vous êtes revenu sur la période d'essai? La lenteur, il faut, quand on parle dans l'entreprise, et souvent on méconnaît, là je vais revenir sur le volet management. Quand on dit je suis quelqu'un d'efficace, c'est-à-dire je sais faire. Imaginons que je vous dis je suis efficace, je sais faire un compte rendu. Okay, mais par contre, si je dis je fais un compte rendu, mais pour faire un compte rendu, il me faut 4 heures, est-ce que vous pouvez dire que je maîtrise la compétence? Et surtout, si on cherche quelqu'un qui a de l'expérience en matière administrative, c'est-à-dire la rédaction des lettres, la rédaction des comptes rendus, etc., etc., là, on peut dire que la lenteur, c'est-à-dire l'exécution très qui va être ou perdurer dans un temps, rend la personne non efficiente. Et la non-efficience, c'est-à-dire la performance de la personne, sauf si le premier jour elle n'était pas à l'aise avec les outils, le deuxième jour on voit qu'elle s'améliore, le premier mois ça commence à s'améliorer largement, là il n'y a plus de lenteur. Mais ça c'est à l'appréciation du manager et de l'exigence du poste. Ça dépend, la lenteur, il y a lenteur et lenteur. Un compte rendu qui est fait dans un temps qui est relativement concret, 30 minutes, une heure maxi, on ne peut pas dire que le salarié est lent. Surtout que dans un premier temps où il doit construire ses repères autour du matériel, des logiciels, bref, de la connexion, bref, etc., etc. Alors, c'est apprécié par rapport à la situation, c'est un cas très particulier aussi. Est-ce qu'un travailleur à temps complet, pendant son congé parental, peut demander à travailler à temps partiel? Là, j'ai pas compris la question. C'est-à-dire lors du congé parental ou une fois qu'il revient en entreprise après congé parental? S'il revient après congé parental, bien sûr, c'est donné et c'est même encouragé dans les entreprises et dans le cadre d'améliorer l'harmonie et l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont signataires de chartes de l'amélioration de la vie professionnelle, de cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée et qui donnent facilement, normalement, accès à un temps partiel, qu'il soit en 4/5e ou autre, au aménagement du temps de travail, etc., etc. Ok, voilà. Alors je continue parce que j'aimerais bien finaliser le sujet et je reviendrai vers si vous avez d'autres questions. L'employeur, bien sûr, a obligation aussi, on a parlé de l'obligation de réembauchage, pour rappeler. Et là, j'ai aussi besoin de vous parler de l'obligation de la réintégration. L'employeur doit réintégrer le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, comme après un congé maladie, un congé maternité, un congé payé, etc. C'est une obligation. Et aussi le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement qui a été annulé par le juge. D'accord ? Et dans ces cas-là, il a obligation de réintégrer le salarié.
Et pour finir sur cette partie, est-ce que l'employeur a l'obligation de reclassement? L'employeur a cette obligation de reclassement de son salarié qui est déclaré inapte à son poste, d'accord, suite à un accident qui peut être personnel ou pas, ou de reclasser des salariés menacés par un licenciement économique. On essaye quand même de les reclasser avant de prononcer ou de mettre en place des procédures de licenciement économique. Voilà la procédure, dans le cadre de la procédure d'embauche, les limitations à la liberté d'embaucher et surtout des obligations de vérification et d'intégration ou de réembauchage. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous apporter quelques éléments d'éclairage sur ces questions très particulières et je vois que j'ai reçu entre-temps d'autres questions. Je vais essayer de répondre à vos questions avant de vous projeter le QCM comme on a l'habitude de travailler. Qu'est-ce que les RTT? Les RTT, c'est le repos, c'est le fait, tous les travailleurs ont droit au RTT, la lenteur sur la vitesse d'exécution, le RTT réduction du temps de travail, c'est un relevé justement du temps de travail et les RTT sont alors, après, ça dépend de l'entreprise. Les entreprises qui travaillent à 35 heures, c'est la durée légale de référence. Il n'y a pas de RTT, parce que le temps, il est équivalent au temps légal. Les sociétés qui mettent en place les RTT, ce sont des sociétés qui vont partir du principe on travaille sur 39 heures. D'accord? Et les 4 heures qu'on va faire au-delà du temps réglementé de 35 heures, le temps de base, là on les transforme en journées de repos qu'on va appeler les RTT. Alors bien sûr, les RTT sont à négocier, c'est-à-dire le nombre de RTT, les modalités de prise des RTT, est-ce qu'on peut les cumuler avec des congés payés ou pas, est-ce qu'on peut les fractionner ou pas, etc., etc. Ça c'est en discussion avec les syndicats et c'est par accord entreprise qu'on va travailler là-dessus d'une manière très très spécifique. Voilà au niveau des RTT. Lenteur, et je reviens parce que vous m'avez précisé la lenteur, c'est au niveau du handicap. Alors je ne sais pas si l'handicap est parvenu après prise de poste ou c'est la personne qui a été embauchée en toute connaissance de cause. Non, si la personne est embauchée en toute connaissance de cause, on ne peut pas lui reprocher sa lenteur par rapport à l'handicap. Pas du tout. Mais imaginons que la personne a eu dans sa vie un accident et elle s'en est sortie avec un handicap et que cet handicap la met en difficulté par rapport au poste, là on a l'obligation de la remplacer. Ça reparle, je repars sur le reclassement. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, votre question dans ce sens-là. Voilà. Comme on a finalisé cette première partie, je vais vous projeter le QCM et bien sûr, je vous laisse une minute l'apprécier un petit peu et après, je reprends la main pour le discuter avec vous autour de ce QCM. Voilà, je reprends la main parce que je vois que vous avez commencé à répondre. Alors, pour le premier, l'employeur n'a aucune obligation de vérifier que le cumul d'emploi de son nouveau salarié n'est pas illicite. Bien sûr, c'est faux parce que c'est une obligation qui incombe à l'employeur. La deuxième, un employeur ne peut pas occuper des fonctionnaires, des agents d'État. Oui, c'est vrai. D'accord, on l'a évoqué. Et c'est à lui de vérifier que le salarié n'est pas fonctionnaire. La troisième, l'employeur doit vérifier que le candidat est libre de tout engagement. Oui, c'est vrai. La quatrième, l'employeur et le salarié qui ne respectent pas les règles relatives au cumul d'emploi n'encourent aucune amende. Faux. On a vu ensemble qu'ils peuvent
il y a l'amende qui peut aller jusqu'à 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive. Le refus d'une embauche fondée sur l'état de santé du salarié constitue toujours une discrimination. C'est faux. On a vu ensemble que dans des cas bien particuliers, pas systématiquement nécessairement une discrimination. La charge de la preuve de la discrimination à l'embauche pèse à la fois sur l'employeur et sur le candidat. Oui, bien sûr, parce que l'un doit apporter la preuve et l'autre doit apporter la preuve contraire. La 7e question, les jeunes de 14 à 16 ans peuvent effectuer des travaux légers pendant les vacances scolaires dès lors que l'employeur a bien sûr informé l'inspection du travail. Oui, c'est vrai. L'employeur ne peut pas, ça c'est la 8e, l'employeur ne peut faire travailler une salariée enceinte pendant la période couvrant son congé de maternité, ce qui est vrai. L'employeur ne peut conclure des CDD sauf dans les cas légalement prévus par la loi et autorisés, bien sûr que c'est vrai. Et pour finir, la 10e question, le salarié concerné par la priorité de réembauchage doit informer l'employeur de son souhait d'en bénéficier, oui. Et si ce n'est pas le cas, l'employeur n'a pas l'obligation d'informer le salarié des nouveaux postes à pourvoir ou des postes équivalents, bien sûr, qui répondent à ses compétences, bien évidemment.